françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Eugénie Lédier. On parle de EDEOR et de troubles d'apprentissage. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Je suis bien content de retrouver Eugénie, ça fait quelques mois que l'on ne s'est pas parlé. On va vous présenter sa création, EDEOR.com, 100% télé-orthopédagogique. Avant même la pandémie, Eugénie, tu t'étais déjà lancée en 100% remote. Tout à fait, Gauthier. En 2018, j'ai bâti EDEOR, enregistré à Singapour, et on faisait de l'orthopédagogie en ligne. Eh bien, on va en parler tous les deux. Un mot d'abord sur ton parcours. Eugénie, tu es née au Québec. Tu as travaillé en France, à Toulouse. Des bons souvenirs de cette ville rose? J'ai beaucoup aimé cette ville, oui, tout à fait. Ensuite, tu vas vivre en Australie, au Paraguay, aux Philippines. C'est là que tu y rencontres ton futur mari, qui est japonais. Vous allez d'ailleurs vivre quelques années au Japon, avant de vous établir plus récemment aux Philippines. Au moment où on se parle, tu es à Manille. Alors, tous ces voyages dans le monde, à chaque fois, tu as eu des coups de cœur? Il y a des endroits que tu as aimés, moins aimés? Alors, j'ai beaucoup aimé, comme tu as mentionné, Toulouse. J'ai beaucoup aimé l'Australie aussi. En fait, je dirais que chaque ville a une particularité que j'ai beaucoup aimée. J'ai aimé l'espagnol au Paraguay et la proximité pour d'autres pays d'Amérique du Sud. J'aime beaucoup l'Asie. J'y suis et on compte y rester encore un peu. Le Japon, j'ai toujours l'impression qu'on est vraiment dans une culture qui a rien à voir. T'as été un peu déstabilisée là-bas? Alors moi, c'est un pays que j'ai adoré et que j'adore encore, mais qu'on peut y retourner, comme mon mari est japonais, et qu'on a aussi une maison près du ski. Donc, c'est vraiment des belles valeurs, une proximité vers la nature et des gens vraiment très polis. C'est un pays que j'adore, la nourriture, tout. On pourrait en parler des heures. On va parler d'un sujet pour tous les parents qui nous écoutent autour de la planète. 110 000 auditeurs sont un peu partout dans le monde. Certains d'entre eux ont des enfants et certains de ces enfants ont un trouble de l'attention. Toi, dans ton métier, tu as identifié qu'il fallait donner un coup de main, mettre en place des outils pour une population dont on ne s'occupe pas suffisamment. Tout à fait. Alors, les Français à l'étranger, disons-le, francophones, souvent, ils vont être amenés à être dans des situations où ce n'est pas toujours un pays francophone, justement, et ils vont être scolarisés dans des écoles américaines ou britanniques, même le lycée français, mais il y a vraiment, malgré la bonne volonté de plusieurs établissements scolaires, un besoin qui n'est pas comblé et ces élèves ont besoin d'un soutien, d'un accompagnement professionnel et ce n'est pas suffisant. Donc, tout à fait, j'ai commencé à Manille à aider et puis la demande était très grande et on s'est développé avec une équipe plus grande pour répondre à ces besoins-là. Et donc, les élèves peuvent avoir des difficultés scolaires ou des troubles d'apprentissage et on va aller les aider à appliquer des stratégies qui vont être efficaces pour qu'ils vivent des réussites, qu'ils apprennent à pallier ces difficultés-là qu'ils rencontrent à l'école. Alors Eugénie, tout commence avec le dépistage. Si on ne sait pas que l'enfant a un souci de concentration, on peut pas l'aider. Comment on dépiste? Le dépistage, oui, se fait, si on veut, on souhaite le plus tôt possible. Donc déjà à la maternelle, il peut y avoir des actions pour regarder des signes. Alors, ça peut être fait par les enseignants. Nous, on aide les enseignants à orienter un regard sur les difficultés. On dit surtout dépister les difficultés et pas vraiment les élèves, mais dépister quels sont les types d'erreurs qui sont fréquentes. Donc voilà, ça se fait un dépistage. On peut faire un dépistage qu'on dit universel. Donc, on va vraiment passer des outils pour tous les élèves. On va pas seulement cibler les élèves, mais vraiment un dépistage parce que parfois, on pense qu'on les a repérés et il y en a qui passent au travers des mailles et c'est très malheureux parce que ces enfants vont faire des efforts vraiment doubles, triples, vont avoir des fois des difficultés sur l'estime d'eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont pas intelligents, on entend vraiment beaucoup de choses. Et en fait, lorsqu'on passe à un dépistage universel, c'est là qu'on peut repérer des élèves on ne se doutait pas parce que parfois avec notamment un haut potentiel c'est quelque chose ils vont compenser
Et on a de la difficulté des fois à repérer justement ces élèves qui compensent. Donc, on aide les enseignants à faire du dépistage et puis on aide ces élèves-là une fois qu'on les a repérés pour avoir des stratégies qui vont être efficaces selon les difficultés qui ont été repérées. Alors, on peut identifier les troubles 10, les troubles déficitaires de l'attention qu'on appelle TDAH, les hauts potentiels. Ça, ce sont du coup des maladies qui empêchent de bien apprendre, en tout cas dans le circuit traditionnel de l'éducation. Je clarifierais que ce ne sont pas des maladies, donc ce sont des troubles d'apprentissage comme tu mentionnais. Alors, ce sont des enfants qui vont devenir adultes aussi. Hein. Ce sont des difficultés qui sont permanentes. Donc, c'est pour ça que c'est un trouble. Et donc, c'est un trouble de l'apprentissage, ce qui fait que ce sont des personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle, qui n'ont pas de déficience aussi sur les sens. Donc, tout ce qui est, ils vont voir, ils vont entendre. Donc, ça, c'est très important de faire ces tests-là. Et pour dire que l'enfant a un trouble d'apprentissage, il n'y a pas de déficience des sens. Et donc, voilà ce qu'on mentionne. C'est un trouble, donc TDAH, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, par exemple. C'est que l'enfant va avoir, par exemple, dans sa classe, des bris d'écoute. Il va avoir de la difficulté avec toutes les fonctions exécutives, donc à inhiber certains sons, lorsqu'il y a des petits parasites autour de lui, tout ce qui est dans l'organisation est très difficile, donc l'organisation des informations, l'organisation dans le temps, l'organisation du matériel. Donc, ce sont des fois des prérequis, ou en tout cas dans la classe, on pense que les élèves ont fait ces acquis-là, mais si on arrive au collège, au lycée et que ces élèves-là sont laissés à eux-mêmes sans qu'on leur rappelle, alors ils vont avoir vraiment une difficulté après à écouter, à se concentrer. Donc, il y a des méthodes pour leur enseigner de manière explicite et qu'ils se rendent compte de leurs difficultés. Et on est toujours en orthopédagogie sur les forces, renforcer les forces de nos élèves, leur rappeler c'est quoi leurs forces, ils sont bons dans quoi et on va les utiliser au travers de leur révision, de leurs examens. Alors j'utilise le mot maladie, c'est pas le bon, c'est le mot trouble, ce qui montre aussi que on n'a pas le bon vocabulaire, on connaît pas bien, c'est pas bien défini. Spécialement en France, je te parlais hors antenne de Jérémy Ferrari qui avait mis en avant ces troubles qu'il a lui aussi et qui se cumulent parfois. Il y a des endroits dans le monde où on est meilleur que dans le système français pour dépister et travailler. Je dirais qu'il y a la Belgique, la Suisse, dans le nord de l'Europe, et je dirais le Québec aussi. C'est sûr que nous, l'orthopédagogie, c'est quand même vraiment le bassin là où on est arrivé depuis les années 60 que l'orthopédagogie y est. Donc, en France, c'est tout jeune. Là, ça arrive, je crois qu'ils sont à 3 cohortes. Et nous, d'ailleurs, on est dans l'accompagnement de certains orthopédagogues nouvellement formés qui vont faire partie de l'équipe. Et comme ça, vraiment, collaboration France-Québec, parce que c'est vrai que tous nos élèves sont, en tout cas en très, très grande majorité, sont français. Ou scolarisés, en tout cas dans les lycées français à l'étranger, MLF, AEFE, et donc cette collaboration des nouveaux orthopédagogues avec notre expertise du Québec, c'est vraiment très, très fort, très prometteur. 2018, tu crées donc Edeor.com. Aujourd'hui, 9 orthopédagogues travaillent au sein de Edeor, plus 2 personnes qui sont au service administratif et réseaux sociaux. Ça grandit, une équipe est au Québec. On peut annoncer le lancement d'une nouvelle équipe qui sera, elle, basée en France. C'est bien, ça se développe comme tu veux. Toi, tu diriges en tant que fondatrice, directrice depuis un peu le bout du monde. Tu diriges toute cette équipe. On est en avance en Asie, c'est l'avantage. Donc, lorsque c'est le soir, moi, je peux guider ce qui se passe en après-midi, le matin. Puis, je dirais que ça nous permet de couvrir tous les fuseaux horaires, d'avoir les ondes comme ça. Comment on entre en contact avec vous? On passe par le site Internet, on demande un premier rendez-vous. Est-ce que l'enfant doit être là? Alors, ça dépend. Lorsqu'ils sont plus grands, collège, lycée, oui. On demande à ce que l'élève soit là parce que c'est très important lorsqu'on parle de développer la métacognition, notamment tout ce qui est les processus métacognitifs. C'est important qu'on s'entende et surtout, des fois, les ados parlent, c'est pas la même communication avec les parents. Donc, c'est important que la communication se fasse entre les trois. Lorsqu'ils sont plus petits, en général, ça se fait directement avec les parents.
Et puis, lors des séances, donc c'est l'enfant qui se connecte, l'élève, l'apprenant, qui se connecte avec nous sous un lien Zoom. Alors, c'est toujours le même pour être très simple. Et puis, nos interventions sont dynamiques. Et souvent, on va donner contrôle à nos élèves pour qu'il n'y ait pas de problème avec l'attention. Nous, on ne fait que ça maintenant, donc c'est très interactif et on est habitué de faire bouger l'élève. Donc, la première rencontre se fait toujours avec moi en rencontre d'écoute des besoins parce que c'est moi qui connais l'équipe et je veux être certaine de bien orienter le parent avec le bon orthopédagogue. Et nous, on est vraiment une équipe où on se parle très, très, très fréquemment. Presque chaque jour avec les orthopédagogues et on a des rencontres d'équipe aussi mensuellement. Donc, on n'est pas une plateforme où le parent peut arriver et aller chercher une orthopédagogue. C'est pas du tout la philosophie d'AIDEOR. Ça a été créé avec vraiment la qualité et à faire en sorte que moi, je fasse la bonne association pour qu'il y ait vraiment les meilleurs rendus, les impacts les plus positifs pour les élèves. Alors en effet, j'ai parlé d'enfants, mais c'est enfants et adolescents puisque vous couvrez de 5 à 21 ans, soit en individuel, soit pour ce qui est de la préparation au brevet ou au bac, par exemple, des petits groupes. Tout à fait. On fait ces accompagnements parce qu'il y a des élèves qui ont des troubles d'apprentissage, comme on mentionnait, que c'est vraiment un aide très personnalisé. Pour des élèves qui ont des difficultés scolaires, par exemple, pour donner des exemples, donc en orthographe grammaticale ou à comprendre la nature des mots. Alors là, on peut faire lorsque ce sont des objectifs vraiment très communs et particuliers à 4-5 élèves. Là, on forme un groupe. Donc, ça fait une belle coopération entre les élèves. On les amène à ce que eux s'expliquent. Il y a de l'entraide et lorsqu'ils expliquent, ils comprennent aussi et c'est là que génère aussi vraiment des résultats et une motivation aussi à participer. Et justement, avant de prendre l'antenne, on échangeait tous les deux sur ce sujet. Je te posais la question de savoir si l'écran facilitait ou rendait la chose plus compliquée. Au final, c'est plutôt positif le fait d'utiliser les outils informatiques. Extrêmement, parce que les élèves sont dans leur lieu, là où ils le souhaitent. Donc, souvent, c'est dans leur chambre quand ils sont plus grands, dans le salon plus petit. Ils peuvent continuer lorsque c'est les vacances scolaires. Il n'y a pas de temps de transport. Ça a une efficacité aussi grande et même un taux de présence plus grand. Donc, moi, je vois que du bénéfice et on ne retournera pas en présentiel, ça, c'est certain. En tout cas, pour en savoir plus, aideor.com. Merci Eugénie. Ça fait du travail parce que des petits Français sont un peu partout sur la planète et vivent la mobilité internationale avec leurs parents. N'hésitez pas à contacter Eugénie de notre part. Merci, je te souhaite une belle journée. Je ne te demande pas s'il fait beau parce que là-bas où tu es dans le monde, il fait tout le temps beau. Pour l'instant, c'est la saison sèche et c'est les tropiques, effectivement. Il fait beau. Bye bye. À bientôt, salut. C'est dans le